normalement l'honneur reviendrait à notre invité. Je suis du Batna, donc normalement de accueillir d'abord en premier nos amis qui viennent de l'extérieur. M. Aguiloche, c'est absolument une fierté de l'avoir parmi nous ici. Alors moi, je bénéficie de quelque chose. Je bénéficie du fait que le professeur Truffaut-Classe, c'est pas seulement un collègue, c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis 45 ans. 46 ans, c'est pour ça que je suis là. Donc, mais allez, quelque part. Alors, je vais parler des sujets. Donc, on m'a invité, je vais essayer de trouver un thème qui rentre plus ou moins dans la grande thématique de cette conférence. Nous sommes plutôt dans les fluides, mais ça touche bien sûr aux structures, aux solides. Et donc, j'ai très rapidement, parce qu'on m'a demandé il y a peut-être 2 semaines, très rapidement essayer de chercher qu'est-ce qu'on a vraiment de nouveau que je pourrais partager. Donc, j'ai essayé de mettre quelques transparences ensemble, quelques slides ensemble, que d'ailleurs je n'ai pas du tout présenté auparavant. C'est la première fois. Donc ce sont quasiment des résultats plus ou moins qu'on vient d'avoir, des idées comme ça qu'on développe, qu'on n'avait pas au départ. Donc tout ça se fait au sein d'une entreprise Colibri où mon ancienne entreprise a été rachetée par cette entité. Et j'ai un groupe, donc je dirige un groupe là-bas qui s'appelle le groupe de modélisation, de simulation avancée, où on s'intéresse à plein de sujets. Donc on nous jette plein de choses à simuler, on nous demande de réinventer plein de choses, et donc on doit chaque jour trouver des idées, des solutions à des problèmes de plus en plus complexes. Et donc ça, j'ai choisi un peu de parler de ce sujet sur un peu les interactions avec les fluides solides, ça on connaît. C'est pas du tout nouveau, on n'a rien inventé, mais il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle les structures déformables qui sont immergées avec les fluides. Donc ça peut se trouver partout. Donc un petit exemple pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est biofluide, qu'est-ce qui se passe, la déposition de substances sur du lithium qui plus tard risquent en fait des ruptures, d'anévrisme, etc. Donc c'est dû en fait à cette histoire de fluides qui ne sont pas capables de dégager en fait ce dépôt qui va plus tard poser des effets. En fait, tout est lié. Alors, et donc je vais parler un peu du contexte, je vais parler de comment on fait, en fait, comment on envisage de faire des modèles avant de passer au calcul. Après, les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes des techniques immergées, des solides immergés, donc des solides objets immergés dans des types d'images cartésiens, pour simplifier. On va donner quelques exemples, et après on parle de cette idée de faire ce qu'on appelle du N-phase, c'est-à-dire des modèles à plusieurs phases avec complexité rhéologique. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Pour ça, j'utilisant ma propre plateforme. Donc, cette plateforme qui s'appelle Transat, c'est un peu comme un outil qui se compare à peu près à ce que vous connaissez du coup, ANSYS, mais plutôt dans les fluides. On a développé depuis à peu près 15 à 16 ans qu'on développe, et il traite un peu des écoulements laminaires, turbulents, mais surtout ce qu'on appelle les écoulements complexes, multiphasiques, c'est-à-dire où il n'y a pas une seule phase, c'est pas de l'aérodynamique seulement, c'est pas de l'aérodynamique, ce sont des phases qui se mélangent, et des fois on peut arriver jusqu'à 5 phases, ou 6 phases, et les phases sont complexes en nature. Il peut y avoir une phase complexe, une phase simple, newtonienne, de l'eau, puis il peut y avoir une autre phase qui est un peu plus compliquée et qui a besoin d'être un peu modélisée en fonction de sa vraie nature rhéologique. Donc c'est dans ce contexte-là, et là, donc, comme je dis, j'ai essayé rapidement de créer un contexte sur cette... je vais tenir comme ça. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Donc on essaie de voir comment traiter des problématiques fluides-solides, où il y a des interactions, différentes échelles. On sait
aujourd'hui que si nous sommes en face d'un problème industriel, de mécanique, où il y a des particules qui sont transportées par une phase liquide ou air, si vous voulez, la technique est rodée, on la connaît, on va faire ce qu'on appelle le Lorentz lagrangien. C'est-à-dire, on va s'attaquer à l'écoulement tout autour, on fait du navier-stop, on va simuler l'écoulement, et puis on va suivre les particules une à une. Dans cet écoulement, les particules sont transportées par l'écoulement. Donc elles peuvent interagir entre elles, elles peuvent interagir avec la paroi solide. Ça, c'est extrêmement rodé. C'est ce qui est utilisé notamment dans l'industrie du process, mais on le retrouve aussi beaucoup, même dans l'environnement, donc le transport de particules en général. Mais quand on n'est pas en face de ce genre de problème, et on parle par exemple d'un déplacement plutôt dans l'hydraulique, dans l'hydrologie, nous avons des grosses pierres, d'accord, dans des problèmes d'érosion. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les pierres sont tellement grosses qu'elles n'obéissent plus aux règles de ce qu'on appelle le Lorentz lagrangien. Ce qui est particule fluide, on ne peut plus faire ça. Donc, on est en fait en face d'un autre problème. Donc, dans ce cas, si nous avons une chute, je vous donne juste un exemple, une chute de grosses pierres, de pierres solides sur un flanc de montagne, si vous voulez, on n'est plus vraiment dans les fluides, c'est plutôt l'écoulement, c'est lui-même, ce sont les pierres elles-mêmes qui se déplacent. Et là, il va falloir faire ce qu'on appelle, ce qu'on appelle DEM, Discrete Element Methods, c'est des types de techniques encore très complexes, qui gouvernent l'interaction entre ces structures solides d'un certain poids, d'accord, d'une certaine masse. Et ces techniques-là sont très très chères pour les utiliser pour des problèmes d'érosion. Maintenant, dans le troisième cas de figure, qu'est-ce qui se passe si nous avons des structures solides maintenant qui sont immergées dans le fluide, donc liquide? Ça change un peu la donne. C'est plus du tout le fluide, c'est pas de l'air. Donc, comme c'est de l'eau, la densité de l'eau est telle qu'elle va agir certainement sur le transport des grosses particules, ces types de particules et des pierres. Donc là, on fait face à une autre problématique et il faudra trouver une autre solution. Et cette solution, c'est on ne peut plus utiliser ce qu'on appelle la méthode DEM, la méthode Discrete Element Methods, d'accord? Il va falloir faire un couplage entre fluide et solide, et on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire, mais ça reste assez cher en termes de simulation, de quantification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On utilise ce qu'on appelle, ce qui est en rouge, ce que vous voyez en rouge, on appelle RBM, c'est Rigid Body Motion. Rigid Body Motion, on va considérer que les corps solides se déplacent dans les fluides qui les transportent, mais avec l'interaction directe, soit une interaction imposée, donc on impose par exemple une rotation d'un objet solide à l'intérieur du fluide, ou alors on va laisser tout simplement la nature faire son travail, c'est-à-dire le solide est transporté par l'écoulement. Donc si vous avez des pierres dans le lit d'une rivière, elles vont se déplacer, eh bien, dictées par l'écoulement de l'eau. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite ces problématiques? Alors, le dernier problème qui nous est posé maintenant, c'est une autre complication. Qu'est-ce qui se passe si nous avons des problèmes de boue? Alors, je fais bien sûr, je ne vais pas donner plein d'exemples. Ça s'applique à beaucoup d'autres cas de figure. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en face du problème de boue dans l'eau? Alors la boue, bien sûr, va se déplacer. Il y a de l'air, il y a de l'eau, mais il y a autre chose. Il y a comme une émission de... Donc ça devient un autre écoulement, un autre fluide d'une certaine complexité rhéologique qu'il va falloir penser. Et la meilleure application, ce qu'on avait trouvé, c'est une application à nouveau dans tout ce qui est problème hydraulique, donc dans l'érosion des terrains, etc. Comment est-ce qu'on fait cette histoire de RBM? On commence par le Rigid Body Motion. Comment on traite le déplacement de corps solides à l'intérieur de fluides? On peut le déplacer de beaucoup de manières, mais une meilleure manière, c'est vraiment résoudre les équations et les forces sur l'objet solide. Pour cela, il faut mailler, il faut trouver des techniques de maillage adéquates.
Donc les techniques de maillage, c'est-à-dire on a un objet solide, pour que les simulateurs le reconnaissent, il va falloir lui faire un maillage, c'est-à-dire quasiment lui faire des points dans l'espace, comme on voit à peu près en haut à gauche. Mais il y a des techniques de type à gauche et des techniques de type à droite, qui sont complètement différentes, des types structurels et des types non structurels. Et là, le temps qu'on passe, un chercheur ou un ingénieur qui passe sur la génération de maillage, et il y a 10 ans, c'était de l'ordre de 80%, 90%. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Donc, on passe énormément de temps à faire du maillage. Avant de résoudre des équations de fluide et du solide, il va falloir leur donner, les discrétiser dans l'espace. Discrétiser, c'est-à-dire leur donner quasiment des points qu'on voit. Bon, je ne veux pas du tout, pas de panique, je ne vais pas expliquer tout ça. Toutes ces techniques-là, ça vous donne à peu près l'ampleur de la recherche. Dans chaque technique, chaque petite case, pendant à peu près 30 ans de recherche juste dans la génération de maillage, faite par nos amis mathématiciens de mathématiques appliquées. L'ampleur du sujet, comme on dit. On ne fait pas ça, pas du tout. C'est trop compliqué, c'est trop cher. Alors ce qu'on fait, ça c'est quelques exemples qui sont sur les maillages, et on voit à peu près, ça c'est pour des problèmes de d'aéronautique, c'est quand même relativement compliqué de générer ce type de maillage. Soit pour les solides, soit pour les fluides, c'est la même histoire. C'est très très cher, longtemps, ça demande beaucoup d'efforts. Donc l'idée c'est, il m'est venu une idée un jour, enfin je n'étais pas inventeur de cette idée, mais je l'ai un peu modifiée, c'est comment faire pour simplifier la vie si nous avons un corps solide. Alors, le corps solide est ce qu'on voit en gris, qui est immergé dans un fluide, dans une substance fluide, qui tombe bleu. Alors, au lieu de faire toutes ces complications de maillage, et si on faisait quelque chose de plus simple, c'est-à-dire, on va, au lieu de générer un maillage qui va dicter exactement la forme de l'objet, on va tout simplement informer les équations qu'il y a un objet par une autre fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question, et si au lieu de compliquer le maillage comme avant, on va tout simplement mettre un maillage simple dessus cartésien, pour relativiser, pour faire la vie simple, pour la vie simple. Et comment on fait pour dire aux équations, attention, il y a des points dans l'espace où ce sont les équations du solide qui s'appliquent, et non pas du fluide. Les équations du solide s'appliquent seulement dans la zone grise. Les équations du fluide, dans la zone bleue. Il faut les relier en temps, et il faut qu'il y ait une interaction continue. Et c'est ça tout le truc, comment on le fait. Donc j'ai eu une idée il y a à peu près, je ne me rappelle plus, à peu près 10 ou 12 ans, comment le faire. Et on appelle ça l'immersive technique, c'est-à-dire la méthode des solides immergés. Donc, relativiser, comme on fait techniquement, c'est-à-dire on va sortir, on va essayer d'avoir des maillages de corps solides, plutôt des 4 failles de corps solides, qu'on va immerger tout simplement dans des maillages cartésiens qui sont plus simples. Donc, on réduit le temps de maillage de 80%, on le réduit jusqu'à peu près 5%. On le réduit considérablement. Qu'est-ce qu'on fait? On va introduire une fonction de l'espace, qu'on appelle φs, une fonction de distance à la paroi. Donc cette fonction de distance à la paroi, elle peut être négative du côté solide et positive du côté fluide et égale à 0 à la surface. Ce qui simplifie la vie. En fait, c'est plus le maillage qui va indiquer la forme de l'objet, c'est plutôt une fonction, cette fameuse fonction, qui dès le départ, elle est calculée dès le départ, elle est quelque part enregistrée, et ce qui nous permet de définir la position du solide, c'est tout simplement le gradient de cette fonction φs. C'est le gradient de la fonction φs parce que c'est une fonction de distance, c'est 0 partout, sauf donc au niveau de l'interface, et donc on retrouve la paroi solide des équations que je dois reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des techniques pareilles? Donc on retourne quand même un tout petit peu d'équations. Alors, les équations générales, c'est toujours les équations, les lois de conservation. Ici, nous parlons de loi de conservation de la masse, de la conservation de quantité de mouvement, des fluides, etc. C'est des équations connues, ce qu'on appelle les équations de Stokes. Et on manipule un tout petit peu avec cette fonction φs, de sorte qu'on fasse sortir un terme qui est entouré là en haut, et c'est ce terme-là qui dit où est-ce qu'il y a la force entre les fluides et les solides. Donc, c'est sur cette technique-là que nous travaillons. Mais l'ajout, c'est si jamais nous avons un corps
solide là-dedans, qui se déplace à l'intérieur du fluide. Il va se déplacer comment? Il va se déplacer, c'est toujours une équation qui le fait bouger. Et cette équation, c'est l'équation qu'on voit tout en bas, c'est l'équation hyperbolique de transport de cette fonction solide qu'on va résoudre en plus d'une manière un peu sophistiquée pour nous dire dans quelle direction le solide est en déplacement en fonction de la phase porteur, donc le fluide. Alors, le workflow, c'est tout simplement, on va prendre un CAD file, un fichier CAD, on va l'immerser tout simplement dans un maillage cartésien. On va essayer de raffiner automatiquement le maillage. Et quelques exemples. On voit ici, tout petit, ce que vous voyez l'exemple à gauche, c'est tout simplement une seringue. Ça, c'est un projet que j'avais fait il y a à peu près un an pour la société Roche en Suisse. Ils voulaient savoir, pour les seringues d'injection surtout d'insuline très très rapide, donc il y a le mouvement du piston. Il faut qu'il soit absolument parfait, très rapide, pour que l'aiguille, qu'on ne voit quasiment pas, rentre dans la peau sans abîmer et s'assurer que la diffusion du médicament se fasse le plus rapidement du monde. Donc ce qu'on voit ici, tout simplement, c'est un fichier CAD d'une seringue. D'accord? On va mailler dans un corps cartésien. Ce que vous voyez voir, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est très très grande échelle. Et ça, c'est tout simplement une forme d'un ce qu'on appelle speedway, donc de petit barrage, etc., pour le problème hydraulique. Ce qui sépare donc un séparateur, si vous voulez, hydraulique tout à fait plein. Alors, quelques exemples, ces techniques-là Ces techniques de surface immergée, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans l'industrie de process. Et ce qu'on voit un peu, ce sont les extruders, en fait. Extruders dans la mécanique, dans le génie du procédé. Le mélange de substances, donc avec biphasique, avec les ordres de paille qui sont autour. Ce qu'on voit ici en bas, c'est ce qu'on appelle un réacteur, un pré-réacteur dans l'industrie aussi du papier. Et en bas, ce qu'on voit, c'est la rotation en fait des pales d'une pompe sous-marine pour l'extraction de pétrole. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on coupe la rotation du solide avec la phase porteur qu'on ne voit pas, la phase air qu'on ne voit pas, ou plutôt fluide qu'on ne voit pas. Et en même temps, nous avons des particules solides qui se déplacent et qui causent l'érosion des parties de cette pompe. Et donc tout ça est couplé. Donc on coupe de plus en plus de complexité. D'accord? Quand on est capable de faire ce type de problème. Donc ça, c'est un autre sujet aussi qu'on a traité par le passé. Ça, c'est ce qui s'est passé à peu près dans le golfe du Mexique pour l'histoire du puits de pétrole qui a explosé donc, dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Et donc, beaucoup savent que c'était nous qui avons fait les études de ce qui se passait. Et après, on nous a demandé de voir, mais si jamais un puits qui a explosé, ils vont ramener un chapeau, donc une canopée, par robot à millimètre qui descend par un vaisseau qui va tout simplement essayer d'étouffer. Et il y a beaucoup de scénarios à voir, comment on étouffe un puits. Et si un puits est en train de générer, comme on voit ici à gauche maintenant, alors le chapeau, la canopée est ramené, et ça, on essaie de reproduire le mouvement du bras du robot sous-marin qui va essayer de fermer en fait, de louper le puits. Et ça, c'est justement une méthode, ce qu'on appelle la méthode des structures immergées. On l'utilise aussi pour les pétroliers, on travaille pour les pétroliers, et ça, c'est ce qu'on appelle le pigging. Le pigging, c'est-à-dire on va mettre des débouchés quelque part, déboucher des pipelines, surtout de gaz ou de pétrole, avec ce qu'on appelle un pick, ce qu'on voit ici. On va renvoyer à l'intérieur, donc un mécanisme qui va scratcher, qui va nettoyer en fait le dépôt. Et ça, c'est un gros problème, par exemple, pour l'Algérie, on le sait, on voit ça aussi avec la Sumatra. Et ça, ce qu'on fait, ce que vous voyez en bas, ce sont des simulations justement qui vont déplacer, qui déplacent là, la simulation droite, qui se passe le dépôt.
Alors, dans tout ce qui est hydraulique aussi, donc on travaille en hydraulique, on va essayer de faire des simulations, rotation de turbine, par exemple, Pelton, que vous voyez ici à droite. Donc ici en couple, on fait du diphasique, donc O et R. Ce qu'on voit, c'est la phase O qui... Mais en même temps, nous voyons le déplacement du solide à l'intérieur du maillage. Le solide-là, c'est quasiment la roue de la turbine qui se déplace. Bon, maintenant, ça se complique un peu. Si vous voyez, si vous regardez un peu l'exemple de gauche. L'exemple de gauche, c'est un véritable problème aujourd'hui avec le réchauffement. On a peur, dans des pays qui produisent de l'hydro, comme en Suisse par exemple, et ça, c'est le plus grand barrage en Suisse qui s'appelle la Grande Dixence. C'est absolument énorme. Si vous êtes là devant, ils ont mis 50 ans à le faire. Et ils se rendent compte qu'avec le réchauffement, il se peut qu'il y ait des morceaux de glace qui se détachent des flancs de montagne énormes. Ce qu'on a réussi à simuler en bas. Vous voyez en bas, ça c'est la simulation. On commence par le barrage de Pommier, et puis un morceau de glace énorme, vous allez peut-être le voir, qui va se détacher de la montagne, d'accord, qui va tomber à l'intérieur du barrage, et qu'est-ce qu'il fait? Il va causer le développement de vagues d'eau qui vont quasiment presque détruire une partie du barrage, et si ça ressort de l'autre côté, c'est extrêmement dangereux. Et ça, il n'avait pas compté ça au départ. Voilà la pièce de solide qui se détache. Bon, on peut faire ça d'une manière un peu presque démonstrative, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Où ce type de simulation nous permet d'avoir quelque chose de très important. Et pour un cas précis, ça nous donne les profils des vitesses de la vague. C'est important comment la vague va se développer. Parce qu'en fonction du poids, en fonction du système, de ces chutes-là, donc la vague va avoir un effet énorme sur la stabilité de barrage. Et ça coûte de l'argent et il y a beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a un barrage de ce type, vrai de vrai? Et là, on a pris un cas en Amérique latine, nous travaillons sur quelques cas en Amérique latine, ça c'est au Pérou, d'accord? Et on retourne au scénario auparavant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si, effectivement, il y a un gros morceau de soit de roche solide, ou alors neige, si vous voulez, qui va tomber à l'intérieur de ce barrage. Et est-ce que ça va casser, ça va avoir un problème sur la structure, la tenue du barrage comme on voit? Et là, nous sommes en face de quasiment un troisième problème. On ne va pas pouvoir faire de la simulation comme j'ai montré depuis le départ, mais il va falloir remonter. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable, parce que dans la partie du barrage, la partie de soutien, donc il y a des matériaux, il y a ce qu'ils appellent les trappes, c'est des grosses pierres énormes, et puis après, il y a ce qu'on voit donc, en bas en rouge, ou un peu rose-rouge, c'est une autre substance, c'est de la terre, c'est beaucoup de... Mais si là, ça s'envole, donc on a un gros problème sur ce qui se passe là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va changer un peu de technique complètement. On va utiliser un autre type de modèle complètement différent. C'est aussi les mêmes types d'équations, je vais rentrer dans. D'ailleurs, ce sont ce qu'on appelle les équations de mélange de phases. Donc on va mélanger les phases, on va dire, j'ai une phase R, c'est R, j'ai une phase E, de l'eau, mais j'ai une phase au milieu qui, ni l'un ni l'autre, avec pénétration d'air, de pénétration d'eau, ça se mélange, c'est une émission, c'est la boue. Pour que ce soit une boue, il faut qu'il y ait un comportement rhéologique très précis. Ce comportement rhéologique, c'est un comportement rhéologique non newtonien. Ce non newtonien, c'est-à-dire, on ne peut pas, c'est un peu comme les huiles, c'est un peu comme le beurre, mais même la boue obéit ce type de loi non newtonienne. Une loi newtonienne, on va donner au modèle, on va dire au modèle, écoutez, la viscosité, c'est plus quelque chose de constant, c'est plus air ou liquide, c'est plutôt quelque chose de mélange. Et on va reprendre les diagrammes, on va retrouver les diagrammes. On va dire, bon, quel type de diagramme donc, de rhéologie qui nous intéresse? Et les diagrammes qu'on les connaît, si on va tracer le cisaillement, d'accord, le taux de cisaillement en fonction
du shear rate, donc du taux du cisaillement du fluide, si vous voulez, on connaît, les chercheurs ont travaillé sur énormément de modèles de viscoplastique, de Bingham, etc., etc. Pour les écoulements qu'on connaît, l'eau et l'air, c'est simple, c'est une ligne. D'accord. Mais la ligne, dans ces écoulements-là, elle est un peu déplacée. Pour l'air et l'eau, elle va commencer à zéro, mais pour les écoulements nucléaires, c'est les écoulements de Bingham, il y a ce qu'on appelle un seuil taux zéro. C'est-à-dire, il y a un liquide, il ne va pas se déplacer, un fluide, il ne va pas se déplacer jusqu'à ce qu'on excède le seuil. On pousse, et une fois le seuil excédé, ça se relâche. Donc on pousse, d'accord, et une fois que le seuil là est atteint, donc on relâche et ça continue. Et c'est ce type d'écoulement. Quand on n'invente rien, il nous faut beaucoup de recherche, tout simplement pour... Ça c'est théorique, mais la réalité c'est ça. Donc la réalité c'est comment retrouver les données, d'accord, de la matière réelle qui vont nous donner ce graphe. Et c'est une fois qu'on a ce graphe, on va l'intégrer dans les équations, dans le modèle, on va essayer de l'appliquer. On va retourner à notre cas. Voilà notre cas réel. On va retrouver la géométrie, on va essayer d'avoir la géométrie détaillée de ce fameux barrage. On va la mettre dans le calculateur. Rappelez-vous, on va utiliser cette technique de surface immergée. C'est-à-dire, je mets tout simplement un maillage cartésien comme on voit en haut, et je vais alimenter le système avec le fichier CAD de la géométrie qu'on voit en rouge ou en gris ici. Et avant de faire le travail, il va nous falloir faire quelques études auparavant de chute, si vous voulez, ou de déplacement de vagues, déferlement de vagues dans un barrage, suite à une chute d'un objet solide à l'intérieur. Et en fonction de ces études-là, nous allons d'abord tracer les différentes conditions, les différentes situations. Ce qu'on voit, c'est tout simplement le profil de vitesse des vagues. Et on voit déjà qu'on a quelques cas qui sont un peu compliqués. Donc on risque d'avoir des hauteurs de vagues monstres qui vont taper, qui vont tout casser. Et d'abord, on va essayer de voir ce que ça donne dans les différentes configurations. Voici des vagues qui ont été simulées une à une pour générer donc ou plutôt les conditions montrées qui ont été générées de sorte à générer différentes vagues, des cas de P1, etc., de maximum ou moyen, ce sont juste des configurations différentes. On s'aperçoit déjà que si nous sommes dans le cas B6, au maximal, peut-être les dégâts seraient plus importants que si on est dans le cas de B1. Ça, c'est le premier type de calcul. Mais l'histoire n'est pas finie, on a toujours besoin d'autres amis, d'autres collègues qui sont experts. Maintenant, nous avons besoin d'informations d'autres collègues experts qui vont nous dire quel est en fait le cisaillement critique au-delà duquel il y a rupture entre les différentes phases. Quand est-ce que l'érosion va commencer à arriver? Quel est le niveau, le degré de cisaillement? Et c'est exactement, j'ai d'autres collègues qui font la même chose, qui vont dire quel est le degré qu'il faut atteindre dans le cisaillement des fluides pour dégager le dépôt suivant les artères. C'est exactement la même chose, mais maintenant nous parlons de barrage. Mais l'histoire, le parallèle est clair. Donc on va essayer tout simplement, on cherche, on trouve, finalement il y a quelqu'un qui a publié un papier, très longtemps, un Hollandais, qui dit, bon voilà, il y a des fonctions qu'il faut faire entrer pour mesurer à peu près le taux critique. Et nous allons prendre cette information, on va la mettre dans le calculateur. Avec toutes les simulations de dames, donc bon, voilà. Maintenant, on y va, on va voir ce qui va se passer. On va commencer avec simulation, on reprend donc le barrage, et puis on va simuler les vagues les plus importantes, et on voit qu'elles ne cassent pas. Parce que tout simplement, dans ce cas, on teste le modèle, on dit s'il n'y a pas d'érosion. Donc j'enlève le cœur du modèle, il n'y a pas d'érosion. S'il n'y a pas d'érosion, ben, il n'y a rien du tout. L'eau, tout simplement, va se déferler, le barrage tient. Entièrement tient, il n'y a absolument pas de problème. Enfin, maintenant, si on va dans le cas B1 jusqu'à B6, etc., avec le modèle de ce qu'on appelle le topic, on va voir comment le modèle est capable de reproduire
le fait que les vagues ont cassé et ont détruit le barrage. D'accord? Et comment? Il va y avoir une autre phase d'émission qui va sortir, ce qu'on voit en gris. Et tout ce qu'on voit en gris, c'est tout ce qui a été repris par l'eau au terrain, ce qui a été mélangé, c'est devenu une boue et qui est complètement déferlée. Donc, comme j'ai dit au départ, j'essaie de ne pas faire prendre beaucoup de temps. L'idée, c'est tout simplement, quelque part, de raconter aux étudiants l'histoire, différentes techniques qu'à un certain moment, on connaît, mais c'est jamais fini. À un certain moment, il y a un problème qui arrive et dit, finalement, comment on va traiter ce type de sujet? Et il va falloir réfléchir, travailler, lire beaucoup, et dire, finalement, je vais tester des choses. Et il s'est avéré que nous avons testé, c'est peut-être le dernier truc qu'on a fait en recherche, à l'intérieur de mon groupe de recherche de cette entreprise, qu'on utilise aujourd'hui, qu'on s'utilisait, parce que quand on a commencé à chercher, on n'avait pas trouvé de référence en fait exacte sur. Il n'y a pas de gens qui ont fait ce type de travail. Bon voilà, donc nous avons parlé de différentes techniques pour des problèmes spécifiques, etc. Nous avons présenté un type de modèle, donc d'érosion, et bien sûr, les modèles ne sont pas corrects. Un modèle n'est pas correct, mais il est utile, il est indispensable. Toujours comme ça. Un modèle n'est pas forcément correct, mais il est utile. Plus utile que d'autres. Pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, c'est à peu près le seul modèle qu'on peut utiliser. Il y a, comme j'ai parlé au départ, on peut faire ce qu'on appelle les méthodes discrètes, mais elles sont chères, elles sont surtout inapplicables dans 3 dimensions. Là, c'est le cas 2D. Ils sont en train de faire une version 3D, mais c'est énorme quand on calcule nécessaire. Voilà, j'espère que je vous ai donné à peu près une vision pas trop compliquée sur ce qui peut se faire. Et je vous remercie. Puis si vous avez des questions, allez-y, j'essaierai de répondre. Merci. Je présente le magazine du département du génie à l'école. Donc, avec ça, je vous remercie pour votre exposé qui a été un peu plus clair. C'est moi, grossier, pas facile. Je vais poser la question. Donc, vous avez donné, juste la finalité de la chose, vous avez donné tout ce qui est érosion. Je m'intéresse à tout ce qui est dépôt. Est-ce que la technique le sens contraire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça demande d'autres choses? Est-ce qu'on peut éventuellement le dépôt, le simuler, non pas par le code, par d'autres codes qui m'a le code libre open for, ou le code du site, le code fluent du Maroc, ou le code de régime, donc open for, le code le dépôt. Oui. En fait, c'est le même problème, mais le sens inverse. C'est à peu près le sens inverse. Et le dépôt, vous savez, le caractère des hydrates que j'avais montré, en fait, c'est les hydrates se déposent aussi sur le solide, s'accumulent. Donc on peut aussi le voir, on utilise dans le cadre de ce qu'on appelle le dépôt de la poudre noire qui bouche des pipelines, des gazoducs aussi. On peut l'utiliser pour ce qu'on appelle crack deposition, c'est-à-dire vraiment la crasse déposée dans les centrales nucléaires. Alors,
dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un mécanisme. Donc la structure de base, c'est les écoulements. Les écoulements, quelque chose, un engin qui est capable de traiter les écoulements. Mais l'engin, il lui faut le modèle important, c'est le modèle de déposition. C'est-à-dire quel est le taux de déposition de particules localement. Et ça peut être en fonction de la concentration, en fonction de cisaillement, en fonction de la nature des écoulements. Et donc là, les collègues qui ont travaillé dans tous les domaines essayer de trouver la bonne relation de déposition pour une substance quelconque. Si on a ça, on peut l'intérieur à l'intérieur. C'est tout simplement, on peut l'intérieur à l'intérieur. Il y a des choses, nous avons essayé de travailler, on n'a pas encore fini, c'est que les pétroliers s'intéressent au dépôt de la paraffine aussi dans les pagnes. La paraffine, donc elle va bouger en fait, le goudron très. Mais là, il ne se dépose pas seulement, c'est toute la nature de déposition. Là, c'est aussi thermodynamique, c'est la température qui joue, c'est la pression, etc. Donc, chaque histoire de déposition est très compliquée. Chaque histoire a sa complexité, il faut mettre, une fois qu'on l'a, on peut utiliser ça. C'est important. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Samuel Khan. Donc, une autre fois, soyez la bienvenue ici à Patna. Oui, par rapport à ce genre de phénomène, donc j'avais l'occasion d'assister à un truc de nettoyage du gazoduc. Le gazoduc de Hawj al-Hamra, passant par Biskra et puis Oued Soussat, en avant de l'Italie. Donc il y a un genre de racleur, on l'avait présenté tout à l'heure. Donc ce racleur, il se déplace, si vous voulez, du point de référence, du point de départ, et arrivant jusqu'à la station de Ain Biskra. Et puis il y a quand même une quantité de dépôts, de déchets. Et une deuxième opération, jusqu'à ce qu'il mesure, si vous voulez, l'état de surface à l'intérieur, et puis ils disent voilà, la surface intérieure est bien nettoyée. Donc ça c'est par rapport au dépôt que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais la deuxième, si vous voulez, le deuxième constat que j'avais aussi l'occasion de le voir, c'est juste à côté, il y a un barrage juste à côté de Biskra, c'est Fumerosa. Donc, qu'est-ce qu'il y a une société italienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de vider le maximum, si vous voulez, le barrage. Et puis, ils ont procédé à une méthode classique, voilà, de faire déplacer la boue avec des conteneurs. Donc, par rapport à cette méthode classique, est-ce qu'on peut penser, si vous voulez, à cette coordination entre si vous voulez, cette méthode qui génère et qui influence directement, si vous voulez, les propagations avec le nettoyage sans passer par l'ancien, si vous voulez, méthode classique. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est juste, c'est tout à fait juste. Ce qu'ils font, les sociétés, ce qu'ils font, c'est le dépôt dans les barrages est un gros problème. Partout dans le monde, il n'y a pas qu'on a vu. Mais il y a un peu plus. Les terres, l'érosion de terre et tout, ça bouge, ça fait 10 ans. C'est très bien de faire les barrages, mais nettoyer, ça coûte cher. En fait, il y a des techniques, les gens réfléchissent à des techniques. Ça se dépose, ça devient sédiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit arrêter, faire entrer les pelleteuses, etc. Ou alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est jouer sur des jets de fluide très très grande vitesse à l'intérieur pour casser le dépôt, quasiment créer une érosion des dépôts. Une fois qu'on le casse, on les récupère avec ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment ils appellent ça, des systèmes de récupération. Et une fois qu'ils mélangent au départ, donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont quasiment souiller l'eau qui était limpide. On va faire remonter le sédiment avec des jets.
Et une fois que c'est complètement mélangé maintenant, donc on a fait phénomène de particules, etc., ils mettent ce qu'on appelle des séparateurs flottants qui vont séparer les particules du fluide et en fait ils vont faire sortir le sable à l'intérieur. C'est des phénomènes où les gens jouent tout simplement sur ce qu'ils peuvent, ce qu'ils comprennent des fluides, comment les manipuler. Juste une deuxième question, c'est par rapport à la formulation mathématique. Donc, il y a les équations qui gouvernent le phénomène, tout est texte stationnaire, bien sûr. Et vous avez parlé, si vous voulez, des modèles de contraintes de cisaillement. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on opère, si vous voulez, et on résout les équations, et par la suite, on aura toutes les composantes du vecteur vitesse, toute variation de friction, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on va dire que, par exemple, ce fluide-là, qui est en biphasique, en plusieurs phases, obéit à la loi, par exemple, de Bingham ou d'autres. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est en fait, au lieu, dès le départ, quand on a les équations, on tombe sur le tenseur de Cauchy. Donc là, nous avons la viscosité, qui est là interne. Qu'est-ce qu'on fait avec la viscosité? Est-ce que cette viscosité est constante au niveau newtonien? Ou alors, on lui met, on la code à l'intérieur, comme elle est non newtonienne, et avec des formulations de ce qu'on appelle shear thinning, donc simple, ou alors hyper compliqué, comme le viscoélastique. Et ça devient autre chose, le viscoélastique. Donc, dès le départ, il faut qu'il y ait la bonne formulation non newtonienne, la rhéologie non newtonienne comme modèle. Donc, on ne fait plus du newtonien, c'est du non newtonien. Le tenseur de Cauchy change. Donc, une autre fois, je vous remercie. Exact. Juste pour finir, monsieur, concernant votre approche pour résoudre le problème de l'Allemagne, vous avez évoqué la fonction phi de S. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exercices concernant la fonction? Est-ce qu'elle est en fonction du fluide, des caractéristiques du fluide, ou bien des fonctions de l'épaisseur face à ces deux? Parce qu'elle caractérise une chose bien précise. Pour éclaircir, oui, en fait, l'approche là, c'est très important. En fait, l'idée au départ, c'est quelqu'un qui s'appelle Peskin aux États-Unis, qui avait travaillé ce qu'on appelle les objets frontières dans le fluide dans les années 70. Et lui disait, on va tout simplement introduire un marqueur. Le marqueur, c'est une fonction anodine qui fait rien. Elle vaut 1 à l'interface, elle vaut 0 partout ailleurs. Donc, il y a quelqu'un plus tard qui est venu qui s'appelle Septième, dans les années 80, et il a ramené ce qu'on appelle la méthode des level set, les lignes de courant, la méthode des lignes de courant. Et ce Septième-là, sa méthode des lignes de courant, elle utilise une fonction qui s'appelle phi, pas phi s. Le phi, c'est la distance à une interface gaz-liquide qui se déplace. Donc le phi, c'est une fonction qu'on se dépasse au départ, c'est tout simplement une fonction de distance, négative, positive, et plus l'interface bouge, cette fonction phi bouge avec, parce qu'on résout l'équation hyperbolique, dφ dt égale 0, elle bouge. D'accord? C'est ça l'idée. C'est tout simplement ça l'idée. Mais après, on va essayer de réinitialiser, raccoler un peu pour que l'interface ne soit pas dans tous les sens. Maintenant, l'idée que moi j'ai eue avec, j'ai renommé la fonction phi s, et je m'étais dit, c'est plus la fonction distance entre le fluide léger et le fluide lourd, donc gaz et liquide, mais c'est une fonction entre le fluide, n'importe lequel gaz ou liquide, avec du solide. Et c'est pour ça qu'on va lui donner un autre nom. La même chose, si c'est un objet solide imagé qui ne bouge pas, par exemple un bâtiment, une voiture pour faire l'aérodynamique, tout ce qu'on veut, c'est fixe, il ne se passe absolument rien, phi s est fixe. Il suffit tout simplement de ramener une information de phi s d'un fichier CAL. Le fichier CAL qu'on va faire entrer dans le simulateur, il nous donne les coordonnées de l'interface solide.
Et la fonction phi s, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser des fonctions mathématiques de répartition de la surface vers l'extérieur. En fait, ce qu'on appelle, j'ai oublié, ce qu'on appelle fast marching. Alors, on va prendre les coordonnées sur une surface, on va dire, on va créer une distance à partir de ces coordonnées dans cette direction-là et dans l'autre direction. Une fois qu'on a cette information, ça devient très intéressant. Parce que la force de frottement au niveau de la surface, ça vient d'où? Elle a besoin de la normale à l'interface solide. D'accord? Et la vitesse parallèle au solide. On peut tout simplement les avoir, parce que la normale, ce qui est le plus important, c'est la normale à l'interface, elle vient tout simplement en faisant le gradient de cette fonction phi s. Donc automatiquement, on a un gradient de fonction phi s, c'est 0 partout, sauf à l'interface. Et donc vous avez le terme de force sur la surface qui est là, qui est disponible à n'importe quel moment. C'est ça l'idée de cette fonction-là. Merci. Ils ont pris merci pour l'exposé. Et surtout, moi, il y a une idée qui m'est venue instinctivement au moment où vous avez parlé du comportement, c'est pour des simulations, c'est une méthode. L'idée m'est venue pour les skieurs pendant une avalanche. C'est-à-dire le comportement d'un skieur sous l'avalanche. Je pense que l'idée est vraiment très proche. En considérant par exemple le gonflement d'une vacambie comme une arnaque et après son comportement à l'intérieur de cette avalanche. Comment voyez-vous les éventuels résultats de ce genre de pensée? Oui, tout à fait, mais là, ça se complique un peu encore davantage. Dans ce cas, vous avez tout à fait raison, l'idée est très intéressante. Je vais essayer de la vendre en Suisse. Un peu d'argent. C'est intéressant parce que c'est exactement le même modèle maintenant. On va avoir deux phases, l'air, tout simplement deux phases. L'air, c'est la phase, disons, neige. D'accord? Mais avec la rhéologie non newtonienne, bien sûr, mais il faudra maintenant suivre aussi le corps solide qui ne se déforme pas maintenant à l'intérieur. Ce corps solide, c'est n'importe quoi, ça peut être quelqu'un skieur ou n'importe quoi qui va obéir en fait au fluide, comment il va le tourner dans tous les sens. Donc là, c'est encore un autre degré de complication sur les quatre que j'avais mentionnés. Maintenant, on commence à compliquer, mettre un autre ingrédient. C'est tout à fait juste, tout à fait juste. Oui? Allez-y, rapidement, une dernière question. Bon, عندي un premier éclaircissement pour ce qui concerne le corps solide, est-ce qu'il peut se déformer ou non? On peut considérer le cas d'un corps solide qui peut se déformer sous l'effet des charges, je sais pas. Ça c'est dans ce type de flux de structure, mais non, on ne le fait pas. Parce que la déformation du solide lui-même, avec la mécanique, avec d'autres spécialistes, nos amis spécialistes, on ne le fait pas. Donc, عندي وحده d'ordre général اللي حسب اللي كاين هنا في البلاصه اليوم في قلبهم يقولوا ce n'est que de la simulation. Alors je rappelle qu'est-ce que vous pouvez me répondre? اللي كاين دي جون là des تاع الميكانيك راهم يقولوا في قلبهم ce n'est que de la simulation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Le marché de la simulation dans le monde vaut par an 10 milliards de dollars. Quand je parle de milliards de dollars, je parle du nombre d'employés. Quand je dis 10 milliards de dollars, vous calculez combien de gens travaillent derrière. C'est tout. C'est absolument énorme. On ne fait rien sans simulation aujourd'hui. Ça, pour l'appliquer, si vous voulez. Maintenant, pour la recherche, vous pouvez avoir raison, il faut faire attention. Tout n'est pas simulation. On a besoin d'avoir des bases très solides, on a besoin de faire de l'expérimentation, on a besoin de connaître les choses. D'accord? Et on ne peut pas juste appuyer sur des boutons, voir les images, et on dit qu'on a fait de la recherche. Il faut faire attention. Je crois que mes collègues savent ce qu'ils font, la part des choses, où est la limite entre juste utiliser ou
faire attention à ce qu'on utilise et puis voilà. Juste une dernière question. Bon, j'ai une petite question sur les techniques de maillage. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on le choix de maillage influe énormément sur les qualités des résultats obtenus? En quelque sorte, est-ce que ces éléments sont spécifiques? Le champ des placements, le champ des formations, l'ordre de l'élément, à peu près pour le comparer avec des éléments des codes classiques. Est-ce que vous avez vous parlez de Merci. C'est une bonne question, parce que, effectivement, c'est une très bonne question. Tous les résultats de simulation dépendent quelque part, au départ, dépendent un peu comment on structure le maillage. Et à un certain moment, il faut que nos calculs soient indépendants, les résultats soient indépendants du maillage. Ça, il faut faire ce travail. Bon, maintenant, nos techniques à nous, elles peuvent être limitées, elles peuvent être très avantageuses dans des situations précises, et elles peuvent avoir un désavantage dans un type de simulation, surtout quand on a ce qu'on appelle des plaques très fines. Parce que là, ça lui pose problème. Et notamment en turbo-machine, dans tout ce qui est compresseur. Ça, donc, je le dis souvent. Ça, très très mince. Les couches minces, ça peut avoir une mesure. Oui, donc là, c'est extrêmement fin. C'est-à-dire, là, on risque d'une pénalisation de cette méthode. Mais elle est en même temps appliquée à beaucoup d'autres choses. Donc à la fin, on fait comme un peu, on va au marché, quoi. Qu'est-ce qui coûte cher, mais qu'est-ce qui nourrit? Donc est-ce que, voilà, je peux passer des mois sur le maillage extrêmement fin, ou alors je passe peu de temps sur des mariages qui peuvent me donner des résultats et qui sont peut-être dans des configurations précises, un peu moins précises. Donc des configurations données peut-être un peu moins précises. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je suis obligé de respecter un petit peu le planning. Donc nous sommes en retard. Le docteur Jamal Lekhi va rester avec nous pendant la pause café, pendant les 2 autres sessions. Donc vous pouvez continuer la discussion avec lui. Il est disponible, il est modeste, comme vous le voyez. C'est toujours passionnant, bien sûr, de savoir, de constater que les simulations numériques nous permettent éventuellement de prévoir des avalanches, de prévoir des catastrophes, des inondations. Et je remercie infiniment le Dr Jamal Lekhi pour sa présentation. Donc, tout à l'heure, juste après la pause café, un domaine encore plus passionnant, celui de la biomécanique, et un sujet encore plus passionnant, celui de la biomécanique de la colonne vertébrale, va être abordé par le professeur Ahmad Ameroche du Centre de recherche orthopédique de Chicago. Donc, je remercie toute l'assistance pour leur présence et leur écoute, et j'invite tout le monde à la pause café, une pause café de 10 minutes, pour reprendre la deuxième plénière. Merci. Avant de partir, je tiens à remercier les amis, le chairman, tous ceux qui sont ici, etc., de cet honneur. Ça me fait toujours plaisir à Kabbalah. Donc au départ, mes amis savent que nous développons cette technologie depuis un certain moment. Ce n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Comme aujourd'hui c'est mature. Donc je tiens à offrir une version illimitée à vie de notre software à l'Université de Batman, mes amis. Avec le support, et quand je viens à Batman, je ferai moi-même la formation en guise d'amitié à la ville qui m'a formé. Merci.